J'aime beaucoup le principe des vidéos No News November, c'est-à-dire prendre sa caméra, prendre son téléphone et énoncer ses vérités, ses avis, sans aucune nuance, sans chercher à expliquer le pourquoi, du comment on pense comme ça. J'aime beaucoup en regarder, je suis pas très adepte de ça en tant que chronique littéraire, on va dire, donc c'est plus une vidéo avis de lectrice que je vais vous proposer ici avec ce leitmotiv. J'en ai marre des polars écrits par des hommes. Je vais mettre un disclaimer, puisque, n'étant pas une vidéo No News November, j'ai le droit de faire un disclaimer. Premièrement, not all authors of polar. On est bien d'accord qu'il y en a certains. Les critiques que je vais faire de ces 3 romans, d'autres auteurs de polar, je ne les ai pas tous lus, mais peut-être que d'autres auteurs de polar n'ont pas fait ces maladresses, n'ont pas fait ces représentations qui m'agacent. Donc, not all authors of polar. Déjà d'une. De deux, bien évidemment que les auteurs ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Ils ont bien le droit, je ne suis personne pour leur dire « Non, t'as pas le droit d'écrire ça !» Et petite précision, je vais plus rester sur mon avis de lectrice, plutôt que de novice en écriture. Parce que, techniquement, il n'y a pas grand-chose que je peux reprocher, si ce n'est mes ressentis de lectrice. Ça ne reste que mes ressentis et ça ne prend l'importance que ce que vous leur donnez. C'est juste que je pars du principe qu'on devrait avoir le droit de mentionner tout ce que nous aimons, mais également tout ce que nous n'aimons pas dans la littérature, dans les polars, dans la fantaisie, dans tous les genres. On a le droit de critiquer à partir du moment où on a de l'expérience et où on a, une expérience à donner et un avis, un ressenti à donner. Je ne vais donc pas vous mentir, c'est aussi animé par une affection toute particulière pour les vidéos où on critique ce qu'on n'aime pas. Pourquoi j'en ai marre des polars écrits par des hommes? J'ai 3 exemples que j'ai lus dans une même période. Donc très certainement que là aussi, en d'autres circonstances, en d'autres moments, peut-être que j'aurais plus apprécié ces lectures. Je pense que le premier, notamment, fait partie de ces livres où, si je les avais lus plusieurs années en arrière, j'aurais vraiment apprécié ma lecture et je serais peut-être passée au-delà des choses que je vais mentionner dans cette vidéo. Il s'agit de La détresse des roses de Jacques Jacoli. On est avec une enquête sur un tueur en série qui sévit à la frontière franco-belge dans les années 90. Et nous suivons une inspectrice qui est chargée de l'enquête, du coup, dans un milieu où être une femme dans le milieu criminel, c'est pas bien vu. Disons que même ses collègues ne sont pas ses premiers alliés. Donc on va se retrouver avec cette enquêtrice qui doit retrouver un tueur psychopathe qui, qui aime bien découper ses victimes en morceaux et les jeter dans les fleuves et l'eau. Voilà. Donc on est déjà sur quelque chose d'assez haut level en termes d'enquête, en termes de crime, en termes de sordide. Voilà. Et d'ailleurs, autre petite précision, mais si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous le savez déjà, je suis pas du genre à m'offusquer pour la moindre goutte de sang qui est décrite dans un livre. Je suis allée voir sur mon compte Livre Addict pour me souvenir de la note que je lui ai mis, et je lui ai mis un 12/20. Ce qui... Voilà, j'ai pas énormément de souvenirs de cette lecture pour tout vous avouer, en tout cas en termes techniques. C'est surtout les choses que je vais mentionner qui m'ont quelque peu agacée. Mais je tiens à mentionner que les 3 livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, je les ai terminés. Donc c'est qu'il y avait quand même suffisamment d'intérêt et suffisamment de technique pour que j'arrive à aller jusqu'au bout. Autant la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est quelque chose de très spécifique à ce livre. Et voilà, donc certainement que je ne l'ai pas lu au bon moment, comme je l'ai mentionné plus tôt. Autant celle dont je vais vous parler maintenant, on va dire que c'est quelque chose qui est assez récurrent, qui est peut-être même un peu cliché. Dans les polars où il y a une inspectrice. Quand est-ce que je l'ai lu, ce livre? Je l'ai lu en 2023, en février 2023. Donc je ne saurais plus vous dire précisément si la condition féminine d'inspectrice, en l'occurrence, dans le milieu de la criminelle est vraiment bien fait ou en tout cas est très mise en avant. Je n'ai pas énormément de souvenirs que ça ait été mis en avant, hormis quelques scènes où, à la découverte des corps, ses collègues la regardent mal. Voilà, et puis lui font des réflexions sexistes. Autant il y a quelque chose qui m'agace. Voilà, ça, on peut dire que ça m'agace. C'est les scènes sous la douche. Oui.
Parce que pour avoir lu quelques livres avec des inspectrices écrits par des hommes, on aura, à un moment donné, une description du corps de l'inspectrice, et elle a les formes là où il faut, évidemment. On aura une scène sous la douche, où on aura une description de ses sous-vêtements. Ce qui est quelque peu agaçant parce que dans les polars écrits par des femmes, on a rarement ce genre de scène. J'ai lu 2 polars de Fred Vargas avec son inspecteur phare Adamsberg, et il n'y a pas de scène où on nous décrit le caleçon d'Adamsberg ou on nous décrit le corps d'Adamsberg sous la douche. Alors que là, je crois qu'il y a au moins 2 scènes. Ce qui est quelque peu agaçant, parce que moi je ne suis pas là pour ça. Concrètement, quand je lis un polar, je suis là pour lire une enquête sur un tueur et comment est-ce que l'inspecteur ou l'inspectrice va arriver à arrêter le suspect, le coupable. Je suis là pour l'adrénaline que devrait nous servir ce genre de polar. Pas pour avoir une description du corps de l'inspecteur ou de l'inspectrice sous la douche. Je vous avouerai que je ne suis pas allée demander à des hommes s'ils ont un attrait particulier pour ce genre de scène, parce que, comme je l'ai mentionné, je n'indique que mes ressentis de lectrice, que mes agacements, et donc, moi ça m'agace. Et il y a une autre chose que j'ai envie de mentionner sur ce livre, c'est qu'il m'a choquée. Dans le sens, vraiment. Et il y a une scène en particulier. Il y a une autre scène qui est très graphique, mais je la mentionne pas plus que ça, parce que, on va dire que ça fait partie de l'enquête, et je ne vais pas spoiler, mais il y a une scène au début du livre où on a le meurtre d'un enfant qui nous est raconté du point de vue interne d'un autre enfant. Ce qui fait que j'ai eu la sensation que cette scène était complètement gratuite. Alors, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas ce genre de lectrice qui va s'offusquer pour une scène sanglante dans un roman. J'en ai lu plusieurs. Il y a un seul livre qui m'a fait poser le livre parce que voilà, l'abus qui était mentionné dans le livre était insoutenable vu comment c'était raconté. Donc, techniquement, une scène comme ça m'aurait choqué parce que c'est quand même très grave, mais ça m'aurait pas autant marqué. Et en fait, dans ce livre-là, ça m'a particulièrement marqué parce que j'ai eu justement cette sensation que c'était totalement gratuit, que c'était là pour nous choquer et que, en fait, il n'y a même pas de lien avec l'enquête. Et du coup, je me suis retrouvée avec ces scènes-là sous les yeux et je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça ? Quel est l'intérêt de cette scène dans l'histoire qui nous est racontée ? Et hormis le fait que ce soit totalement gratuit et que ce soit là pour nous choquer premier degré, il n'y a pas d'autre intérêt. Ce que j'ai trouvé dommage parce que, en fait, ça m'a déstabilisée et je me suis retrouvée avec des images dans la tête parce que je fais partie de ces lectrices qui ont les images dans la tête. Et je me suis retrouvée avec cette scène et autant dans Bunny, je me suis retrouvée avec énormément de scènes et j'ai encore des scènes en tête. Celles et ceux qui l'ont lu savent. Avec Les Terriens aussi, le seul livre qui m'est suffisamment choqué pour que je sois obligée de reposer le livre pour faire redescendre les émotions. Il y a aussi des scènes très graphiques dans celui-là, et dont je me souviens aussi, mais je n'ai jamais eu cette sensation de gratuité, parce que ça servait un propos. Dans ce livre-là, cette scène particulièrement, pour moi, était là juste pour choquer, et ça m'a dérangée. Parce que je n'aime pas cette gratuité, cette violence gratuite. J'en ai fini avec Jacques. Nous allons maintenant passer au Chant des Innocents de Pier Giorgio Pulido. Vous me pardonnerez, je mentionnerai Pulido à partir de maintenant parce que le nom... Le prénom, je vais l'écorcher 15 fois. Dans cette enquête, nous retrouvons l'inspecteur Vito Strega, qui est l'inspecteur phare de Pulido, qui se retrouve au cœur d'une enquête quelque peu compliquée, d'une enquête interne, puisque un de ses collègues s'est donné la mort. Et donc se pose la question des implications de Vito Strega, ce qui a obligé sa hiérarchie à le mettre à pied.
et en plus à l'obliger à avoir un suivi psychologique. En parallèle, nous suivons une de ses collègues, je sais pas si elle est mentionnée... Oui, nous suivons l'inspectrice Teresa Brusca, qui se retrouve avec une enquête quelque peu particulière là aussi, puisque elle se retrouve avec des adolescents qui en tuent d'autres, mais de manière extrêmement violente. La 4e de couverture fait mention d'une scène de crime glaçante, 85 coups de couteau. Et une gamine de 13 ans, qui n'est pas la victime, qui est l'autrice de ce fait, de ce crime. Devant l'ampleur de la tâche, Teresa ne se sent pas de mener cette enquête toute seule et donc, un peu officieusement, va demander à Strega d'enquêter avec elle parce que c'est beaucoup trop gros pour elle. J'ai lu ce livre en juin 2023 et je lui ai également mis la note de 12. S'il y a bien une chose que je ne peux pas reprocher à ce livre, c'est que techniquement, il est bien fait. Nous avons des chapitres courts, dynamiques, qui donnent envie de lire la suite et une multitude de points de vue qui nous font voir cette enquête de manière très globale, ce qui est vraiment très intéressant puisque nous avons le point de vue des inspecteurs et des inspectrices, mais également le point de vue des auteurs et des autrices des futurs crimes. Ce qui est intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette technique-là. C'est les romans chorales, en règle générale, j'aime beaucoup. Techniquement, je n'ai rien à redire. Peut-être juste un tout petit détail, mais je vais développer. Je sais pas si je peux imputer ça aux auteurs de polar parce que c'est... Là, on peut dire que c'est là aussi la seule fois où j'ai vraiment remarqué ce fait, c'est que Vito Strega, il attire les femmes comme un pot de confiture attirerait des abeilles. Mais vraiment, c'en est au point où c'en est absurde en fait. Parce que autant Vito Strega a une vie sentimentale compliquée, puisqu'il vient de se séparer de son ex-femme, dont il est encore éperdument amoureux. Bon. On sait que la séparation ne s'est pas faite des manières les plus saines et les plus tranquilles. Donc on peut se dire, ok, que son ex-femme ait encore des sentiments pour lui, ça s'entend. Que sa collègue Teresa soit amoureuse de lui au point où elle serait presque à lui arracher sa chemise lorsqu'elle lui rend visite, je peux dire que ça s'entend parce que dans ce genre de métier, tu vois plus souvent ton collègue que ton mari. Et donc, il peut y avoir des sentiments qui peuvent se créer. Jusque-là, je n'ai pas grand-chose à redire, ça peut relever du réaliste. Quand on en vient à parler de sa psy, qui le voit du coup régulièrement, puisque si je me souviens bien, c'est genre une fois par semaine, parce que il y a cette obligation de soins, là... Disons que ça commence à être redondant. Je commence à me dire, bon, Vito, c'est Apollon en fait. Je sais pas, c'est un dieu grec. Parce qu'on a également le point de vue de la psy. Hein. Et dans mes souvenirs, c'est pas qu'elle est attirée par lui, mais c'est qu'elle est en mode, vous êtes tellement fascinant, vous êtes tellement magnétique. Je commence à prendre des actions douteuses, c'est que ça commençait un peu à être redondant et je commençais à voir ça de manière quelque peu humoristique. Hein. Je commençais à me dire, bon, Vito, faut quand même... voilà, je commençais à voir Vito Strega un peu comme le gars qui est super beau mais qui ne le sait pas. un peu comme ces héroïnes de fanfiction qui ont les formes là où il faut évidemment et qui sont belles, que tout le monde est amoureux d'elles, sauf que elle le sait pas. Je commence à me moquer, j'avoue. Et puis, il y a une 4e femme, où là, je ne vais pas mentionner son métier, parce que je ne sais pas à quel point elle est récurrente dans la série de Pulizzi, et vu que Le Chant des Innocents est une espèce de préquel à la saga, à la série de Pulizzi et de Vito Strega, je ne sais pas à quel point ce personnage est récurrent. Donc je ne vais pas mentionner le métier de ce personnage-là, mais sachez que c'est un métier quelque peu particulier. Et disons que là, quand elle aussi tombe sous le charme de Vito Strega, j'étais en mode... J'avoue que j'ai été quelque peu agacée par Vito Strega, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas quel autre métier tu aurais dû faire, Vito, mais...
peut-être mannequin, parce que là, pour le coup, tu aurais fait vendre tous les films, tous les habits, tout, même un sac poubelle, t'aurais été capable de le vendre si tu portais des sacs poubelles. Non, parce que Vito, il attire vraiment les femmes en un claquement de doigts. Et pour la petite anecdote, j'ai une très bonne amie à moi qui a également lu un livre de cette série parce que elle l'avait eu dans une cube. C'est La Rate de Bibliothèque. Je vous laisse aller voir sur TikTok. Elle a également lu un tome de cette saga avec Vito Strega. Et elle aussi s'est retrouvée avec les mêmes problématiques de Vito qui attire les femmes, vraiment, mais de tout âge. C'est-à-dire qu'il y a une scène d'une piscine où il est en train de nager dans une piscine et il y a littéralement toutes les femmes de l'hôtel qui, limite, sont en train de baver, en train de le regarder nager. Là non plus, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour que tu m'expliques pourquoi il y a des adolescents qui en tuent d'autres de manière absolument sordide. Et puis bon, ce qui a mis le clou au cercueil de ce bouquin, c'est non seulement ce personnage où je commençais vraiment à me dire qu'il commençait à me gonfler parce que cette aura qu'il a autour des femmes, bon, voilà, ça m'a saoulée. Mais également, j'ai été déçue par sa fin, par la révélation, par tout le plan du méchant, etc. J'ai trouvé que c'était en mode... Bon... Ok boomer, je n'en dirai pas plus, mais ok boomer. Et là, je vais revêtir pendant quelques secondes mon costume d'autrice novice. Quand tu es obligé de faire dire à un de tes personnages que ton protagoniste est mystérieux, magnétique, tout ça, c'est qu'il ne l'est pas. C'est qu'il ne l'est pas vraiment, que tu es obligé de le faire mentionner à haute voix pour qu'on comprenne que c'est comme ça. Je vais prendre un exemple assez universel pour que tout le monde comprenne, mais J.K. Rowling, voilà. On n'a jamais eu besoin qu'on nous explique que Severus Rogue est un personnage complexe. Parce que on a eu suffisamment de scènes, on a suffisamment eu de background du personnage pour nous dire, oui, ok, c'est un personnage très gris. Je vais dire ça comme ça. C'est un personnage très gris. Parce qu'on nous l'a montré. Il n'y a pas Harry ou Dumbledore, en tout cas je m'en souviens pas, qui sont en mode Severus Rogue est quelqu'un de très complexe et de très mystérieux. Mais oui, Vito Strega, pour moi, c'est un peu la caricature du Garistou. Donc c'est le penchant masculin de la Marissou. Le personnage qui arrive, qui est absolument parfait, qui est magnifique, qui attire tout le monde et qui est absolument parfait puisqu'il ne fait pas un seul faux pas. Il fait soi-disant l'homme torturé parce qu'il est hanté par la mort de son collègue, par le départ de son ex-femme et tout machin. Et c'est un peu caricatural. À mon sens, à mon avis. Et un peu maladroit. Après, je vous avouerai que je ne me suis pas suffisamment penchée sur les écrits de Pulizzi pour savoir si c'était son premier roman ou si il l'a écrit à la suite pour qu'on comprenne un peu mieux un certain fil rouge dans la saga de Vito Strega. Je saurais pas vous dire. Donc au bout d'un moment, disons que je voyais ça plus de manière humoristique. Et ce qui est un peu dommage pour un polar qui se veut aussi sordide et aussi violent. Et aussi, comment dire, aussi porteur de messages, aussi boomer soit ce message. Et nous arrivons au dernier livre dont j'avais envie de vous parler et qui m'a inspiré cette vidéo. Là aussi, j'ai attendu presque 3 ans pour en parler parce que, je sais pas, c'est devenu un running gag pour moi. C'est le livre que je prendrais en exemple pour demander aux maisons d'édition de mieux écrire leur résumé pour qu'on sache vers quoi on se tourne. Parce que là, pour le coup, ce livre, donc il s'agit de Que celui qui n'a jamais tué me jette la première pierre, de Vincent Bagdian. Et pour le coup, lui, j'étais un peu plus sévère, je lui ai mis la note de 5 sur 20. Mais pour le coup, je mets moins la faute sur l'auteur que sur la maison d'édition qui, dans mes souvenirs, n'a pas donné un résumé très fidèle à ce que j'allais retrouver dans ce livre, et je vais vous lire le résumé pour que vous me disiez, vous aussi, si vous ressentez la même chose que moi. Quand sous l'apparence rassurante d'un médecin chevronné se cache un tueur en série, aussi efficace que discret. Une plongée virtuose et bourrée d'humour dans le cerveau d'un médecin psychopathe. Depuis son enfance, le docteur Bernard Vincent s'est donné une mission,
débarrasser l'humanité de salopards restés impunis. Car à ses yeux, rien n'est trop radical pour préserver tout ce à quoi il tient. Alors, éliminer des promoteurs immobiliers véreux, un dealer, qui, d'après lui, pourrait trouver à redire. Mais il a beau passer à l'action sérieusement, méticuleusement, combien de temps peut-on assassiner sans attirer les soupçons? Et jusqu'à quand peut-on dissimuler sa double vie? Ce livre, là aussi, m'a profondément agacée, parce qu'il rassemble tout ce que j'ai mentionné dans les livres d'avant. Bon, pas l'inspectrice, pas où on nous dépeint, enfin si, on nous décrit une inspectrice. Disons que l'inspectrice n'est pas la protagoniste de l'histoire, là le protagoniste c'est le médecin. Et moi en lisant ce résumé, vous allez peut-être me dire que j'avais tout faux depuis le début. Mais pour moi, j'avais cette sensation de trouver un récit un peu au penchant de Death Note. C'est-à-dire que le médecin est féru de bonnes intentions, on va dire, mais il fait quand même des actes répréhensibles, pour le coup, pour un monde qu'il jugerait plus idéal, et pour protéger ceux qui lui sont proches. Je lui ai donné un peu trop de bonnes intentions, à mon avis. Je vais en révéler un peu plus que dans les livres d'avant sur ce livre-là, puisque le diable se cache dans les détails. Et c'est même pas qu'il se cache dans les détails, c'est que vraiment les détails sont aussi gros qu'une montagne. Mais nous commençons donc avec l'installation du médecin dans un petit village, je saurais même plus vous dire lequel, et une de ses patientes, rien que ça aurait dû vraiment me mettre sur la piste. Une de ses patientes, dont il tombe amoureux, et elle tombe amoureuse de lui aussi, s'appelle Framboise. Je connaissais Cerise, je connaissais pas Framboise. Donc je vous passe les détails, mais il finit par être en couple avec cette femme. Et on a des scènes de description des actes pas très catholiques que les deux font, parce que vous comprenez l'amour fusionnel, l'amour passionnel, voilà, donc c'est très décrit, hein. J'avais vraiment l'impression de lire un livre érotique, hein, et c'est peut-être ce qu'il se targuait d'être, mais sur le résumé, c'était pas indiqué. Donc, voilà. Arrive le dealer mentionné dans le résumé, et en fait, le médecin se décide de le tuer, puisque ça c'est révélé dans le résumé, parce que voilà, il estime qu'il fait du mal à la société, patati patata. Il se retrouve donc en lien avec une inspectrice, ou en tout cas une policière, on va dire une policière, qui est chargée de l'enquête, et qui va très souvent le voir dans son cabinet, parce que vous comprenez, c'est un témoin crucial dans l'enquête de la mort de ce dealer. Je n'ai pas mentionné le prénom de cette policière. Elle s'appelle Amandine. Je vous l'ai dit, la subtilité dans ce livre, c'est pas son point fort. Et il y a... Je suis peut-être médisante en disant ça, mais dans mes souvenirs, c'était très très long. Donc j'ai envie de dire que pendant un bon tiers du bouquin, le gars, le médecin, hein, donc Bernard Vincent, il se demande comment il va pouvoir faire un plan à 3 avec Framboise et Amandine. Désolée, je peux pas m'empêcher de rigoler face à cette... Voilà, enfin... Encore une fois, j'étais pas là pour ça. Moi, j'étais là pour les remises en question, peut-être existentielles, d'un médecin qui tue pour un monde meilleur. Je lui ai vraiment pas donné les bonnes intentions. Hein. Vraiment, je m'en rends compte. Et... Désolée, mais une plongée virtuose et bourrée d'humour dans le cerveau d'un médecin psychopathe, pour moi, ça voulait pas dire le médecin va se demander comment il va faire un plan à 3 avec sa femme et sa maîtresse. Pour moi, ça veut à la limite dire qu'on se rapproche éventuellement de l'absurde, et il y a des scènes absurdes dans ce livre. Il y a des mises à mort qui sont volontairement absurdes, et qui, voilà, j'ai su déceler l'absurdité et l'humour de ce livre, mais pas au point
de Framboise et Amandine. Si au moins le nom de sa femme, de sa future femme, avait été mentionné dans le résumé, j'aurais peut-être pu me dire je vais me tenir écartée de ce livre parce que je sens que c'est pas fait pour moi. Là, je ne savais pas que c'était pas fait pour moi. Parce que le résumé est volontairement flou. Et bah, je trouve ça dommage. Parce que autant moi, j'ai pas aimé, mais si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui auraient aimé lire ce genre de livres, qui sont férus de ce genre de livres. Et comme je l'ai mentionné, mon avis n'a que l'importance que vous lui donnez. Mais bon, là, à un moment donné, je veux bien avoir les meilleures intentions du monde, à un moment donné, il y a Framboise et Amandine, quoi. Du coup, vous aurez compris que ce que je reproche aux auteurs de polar, not all authors of polar, on est bien d'accord, mais ce que je reproche à la plupart des romans policiers mettant en scène des personnages féminins, c'est le male gaze. Le male gaze qui peut être résumé comme peut être compris comme une norme visuelle de production d'images de corps genrés à travers laquelle les corps féminins sont systématiquement représentés comme objets passifs de désir et les corps masculins comme sujets actifs désirants. Et en fait, globalement, c'est pour ça que je lis de moins en moins de romans écrits par des auteurs masculins, avec quelques exceptions, je le répète, parce que la plupart du temps, je retrouve justement ce male gaze qui me dérange au plus haut point parce que c'est pas ce que j'ai envie de lire, et surtout dans les polars. Autant si c'était dans des romans érotiques. Enfin, ça fait partie du sujet, de la production, voilà. Mais dans des polars, ce que j'ai envie de lire moi, c'est une enquête policière avec, de préférence, une intrigue haletante qui me fait tourner les pages aussi vite qu'une bourrasque de vent, parce que j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir comment l'inspecteur ou l'inspectrice va arrêter l'auteur des crimes. Je n'ai pas envie de connaître la couleur des sous-vêtements des inspecteurs ou des inspectrices. Voilà, c'est quand même pas trop demandé. Et en fait, globalement, je suis bien plus touchée par les écrits faits par des femmes, puisque ça se rapproche plus de ce que je cherche. Des questionnements existentiels, des questionnements philosophiques, avec des fois des questionnements qui peuvent être particulier, on va dire, mais c'est exactement ça que je recherche. Et pour le coup, j'ai un très bon contre-exemple de tout ce que je viens de dire sur le male gaze et tout, avec La leçon du mal de Yusuke Kishi. On suit littéralement un psychopathe. En fait, à aucun moment, j'ai senti qu'il y avait de la complaisance pour ce type, parce que il y a également aussi des scènes où il sexualise des mineurs, donc ça c'est très problématique, hein, on est bien d'accord, mais à aucun moment je n'ai senti de complaisance pour ça, parce que on est du point de vue d'un mec qui n'a aucun sentiment, qui n'a aucune émotion positive, ou en tout cas qui n'a pas le sens commun, on va dire. Et j'ai adoré ce bouquin. Et c'est écrit par un auteur, c'est écrit par un homme, et c'est un polar. Donc bien évidemment qu'il y a des exceptions, bien évidemment not all authors of polar, hein, comme je l'ai dit. Je pense surtout que le lien qui peut être fait avec les 3 livres que j'ai mentionnés, et hormis le male gaze, c'est que je les ai lus à la même période. Donc je pense que l'accumulation de couches a fait que je suis arrivée à un moment où je me suis dit non, je veux plus, j'en ai marre. Et ce genre de déconvenu fait aussi partie de mon expérience de lectrice, parce que maintenant, quand je lis un résumé, je sais déceler certains mots où je vais me dire cette tournure de phrase me fait dire que peut-être non, ou peut-être oui. J'ai fini de déverser mon sel, ce fut très agréable. Voilà, je suis très contente d'avoir pu le faire, je l'ai réfléchi cette vidéo. Je vous avouerai que je me méfie de la team premier degré qui risque d'arriver dans les commentaires, mais bon, écoutez, moi j'ai passé un très bon moment. Voilà, parce que je suis arrivée avec des arguments, je suis arrivée avec des choses qui font sens pour moi. Peut-être que ça fera moins sens pour vous, mais bon, c'est ce qui fait la richesse de la littérature aussi, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à partager, commenter, booster la vidéo et à me dire en commentaire si vous avez, vous aussi, eu des expériences quelque peu décevantes avec des polars écrits par des hommes ou par des femmes, hein. Allez-y, soyons égaux dans les commentaires, et si vous avez quelque chose à reprocher à des autrices de polars, allez-y, déversez votre sel. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.